Cette année, juste la famille de ta sœur, m'a écrit ma mère. J'ai dit, profitez-en. Ils ne savaient pas que je possédais un chalet de luxe à Courchevel. J'ai invité tous les autres. Quand ils ont vu les photos de notre Noël sans eux, les appels n'ont pas arrêté. Le message est apparu sur l'écran de mon téléphone à 19h02. Je me souviens de l'heure exacte, car c'est à ce moment précis que le cours de ma vie a pris une nouvelle direction. Dehors, les lumières de Paris commençaient à scintiller, promettant la magie d'une soirée d'hiver. J'étais assise sur mon canapé, une tasse de thé fumant sur la table basse, savourant le silence après une longue journée de travail. Et puis, la vibration. Un message de ma mère, Sylvie. Mon cœur a eu un petit soubresaut, un mélange d'espoir et d'appréhension que des années de déception n'avaient pas réussi à éteindre. J'ai ouvert la conversation. 8 mots. 8 mots qui ont suffi à geler le sang dans mes veines. Cette année, juste la famille de ta sœur. Pour rester entre nous. Je suis Élise, j'ai 30 ans, et ces 8 mots étaient bien plus qu'une simple annulation. C'était la confirmation de toute une vie passée dans l'ombre, la réitération silencieuse que ma place n'était pas avec eux. Ils ne le savaient pas, bien sûr. Ils ne savaient rien. Ils ne savaient pas que leur « petit comité » allait être l'étincelle qui mettrait le feu à des années de ressentiment contenu. Ils n'avaient aucune idée que, loin de cet appartement parisien où ils m'imaginaient seul et triste, un chalet de 5 millions d'euros dormait sous un manteau de neige immaculé à Courchevel. Un sanctuaire secret, ma plus grande réussite, entièrement à moi. Et dans ce sanctuaire, j'allais inviter tout le monde. Tous les autres. Tous les exclus, les oubliés, les seconds rôles de leur grand théâtre familial. Sauf eux. Oh oui, quand ils verraient les photos de notre Noël, de notre joie sans eux, les appels n'arrêteraient pas. Cette histoire, c'est la mienne. C'est le récit de comment une fille invisible a décidé de devenir son propre soleil. Avant de plonger avec vous dans les méandres de mon passé et les détails de ma douce revanche, j'ai une petite question pour vous. Je suis curieuse de savoir jusqu'où mon histoire voyage. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Et tant que vous y êtes, dites-moi quelle heure il est chez vous. C'est une façon pour moi de me sentir connectée à vous, de savoir que je ne suis pas seule à partager ce moment. Je suis restée immobile, le téléphone serré dans ma main, le thé refroidissant sur la table. Le choc initial a laissé place à une douleur familière, une lourdeur dans la poitrine que je connaissais par cœur. C'était la douleur de la non-appartenance. Chaque mot du message était calculé. Juste la famille de ta sœur, comme si Amandine était le seul enfant capable de constituer une « famille ». Pour rester entre nous, une façon polie de dire « sans toi ». J'ai fermé les yeux, et les images ont défilé. Noël après Noël passé dans notre vieille maison de la Creuse. Le visage rayonnant de mes parents devant les cadeaux d'Amandine. Mon propre visage, forçant un sourire, espérant un regard qui ne venait jamais. La douleur a commencé à se transformer. Elle a durci, s'est aiguisée, jusqu'à devenir une lame de colère froide et tranchante. Assez. C'était assez. J'avais passé ma vie à essayer de gagner leur amour, à mendier leur attention. J'avais réussi au-delà de leurs rêves les plus fous, dans un domaine qu'ils ne comprenaient même pas, et pourtant, j'étais toujours celle qu'on pouvait écarter d'un simple SMS. Cette fois, je n'allais pas supplier. Je n'allais pas pleurer. J'allais agir. Avec des doigts devenus étonnamment stables, j'ai tapé ma réponse. 2 mots. Profitez-en. C'était neutre. C'était poli. C'était un masque parfait pour la déclaration de guerre qui se jouait en moi. En appuyant sur « Envoyer », j'ai senti une libération. Ce n'était pas seulement une réponse à un message. C'était la fin d'un chapitre. La fin de la petite Élise qui attendait qu'on lui donne une place. L'heure était venue de la prendre. Ils avaient fermé la porte de leur petite maison. Très bien. J'allais leur montrer les portes de mon palais. Et pour comprendre pourquoi ce palais existait, pourquoi il était si important, il faut revenir en arrière. Il faut comprendre la nature des fondations sur lesquelles j'ai dû bâtir ma vie, des fondations faites de silence et d'indifférence. Notre maison dans la Creuse était une vieille bâtisse en pierre, pleine de courants d'air et de souvenirs. Pour la plupart des gens, c'était un endroit charmant.
Pour moi, c'était le théâtre permanent de la supériorité d'Amandine. Elle était le soleil autour duquel mes parents, Bernard et Sylvie, orbitaient avec une dévotion aveugle. Moi, j'étais Pluton, une planète lointaine, froide, dont on se souvenait de l'existence de temps en temps, souvent avec une pointe d'agacement. La différence entre nous était flagrante dès le plus jeune âge. Amandine était belle d'une manière évidente, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleu rieur. Elle excellait dans tout ce qui était visible et socialement valorisé, la danse, le piano, les concours d'éloquence. Moi, j'étais plus discrète, avec mes cheveux bruns et mes yeux sérieux. Mes talents étaient silencieux, cachés. Ma passion, c'était de comprendre comment les choses fonctionnaient. Le garage de mon père était mon laboratoire. Je passais des heures à démonter de vieilles radios, des grille-pains cassés, à essayer de comprendre la logique des circuits imprimés. Mes parents ne voyaient cela que comme un passe-temps étrange. Elle est dans son coin, elle ne dérange personne, disait ma mère avec un haussement d'épaule. Mais quand Amandine jouait une nouvelle sonate au piano, toute la maison devait s'arrêter pour l'écouter. Ces applaudissements étaient le son de mon enfance. Mes propres réussites, elles, étaient accueillies par un silence poli. Je me souviens d'un anniversaire, j'ai dû avoir 10 ans. C'était une fête commune, car nos anniversaires n'avaient que quelques jours d'écart. Mes parents avaient offert à Amandine un poney. Un vrai poney, qui attendait dans le jardin avec un ruban sur la tête. L'extase générale. Moi, j'ai reçu un livre. Un manuel d'initiation à l'algorithmique. Mon père m'a tapoté la tête en disant, c'est plus pratique, n'est-ce pas? Ça te servira. J'ai regardé le poney, puis mon livre. J'ai compris ce jour-là que leur amour était pratique. Celui pour Amandine était magique. Le point culminant de cette injustice fut ce fameux concours de programmation, à 14 ans. Gagner avait été le moment le plus fier de ma jeune vie. Quand je suis rentrée, Amandine était là. Elle a regardé mon trophée avec un air de dédain. Oh, c'est mignon, ton petit truc en plastique, a-t-elle dit. Puis, se tournant vers mes parents qui arrivaient, elle a ajouté avec un rire cristallin, faites attention, avec ses passions de garçon manqué, elle va finir par nous ramener une petite amie à la maison. Mes parents ont ri. Un rire léger, complice. Personne n'a relevé le mépris dans sa voix. Personne n'a vu la blessure dans mes yeux. Ils ont simplement trouvé sa remarque, pleine d'esprit. Avez-vous déjà été blessé par une remarque humoristique d'un membre de votre famille, une remarque qui cachait une vraie méchanceté? Racontez-moi dans les commentaires. C'est en partageant ces petites blessures qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul à les avoir subies. Cette dynamique a créé en moi une faim insatiable. Une faim de reconnaissance. Chaque bonne note, chaque projet réussi était une tentative désespérée de leur dire « Regardez-moi. Je suis là, moi aussi. J'existe. » Mais c'était comme crier dans le vide. Ils n'entendaient pas, parce qu'ils n'écoutaient pas. Leur attention était entièrement captée par la mélodie facile et agréable que jouait Amandine. Alors, j'ai changé de stratégie. Si je ne pouvais pas gagner leur attention, j'allais gagner mon indépendance. Mon obsession pour la science et la technologie n'était plus seulement une passion. C'est devenu mon plan d'évasion. L'annonce de mon admission en classe préparatoire scientifique pour visée Polytechnique a été accueillie avec une perplexité non dissimulée. Polytechnique? Mais c'est pour les génies, et c'est à Paris, si loin, avait soupiré ma mère, comme si mon ambition était un fardeau. En faisant ma valise pour Paris, j'avais l'impression de m'évader de prison. J'étais euphorique, persuadée que j'allais enfin pouvoir respirer, être moi-même, loin de la comparaison constante. J'allais construire ma propre vie, une vie si brillante qu'il serait bien obligé de la voir. J'étais jeune, et pleine d'illusions. Je n'avais pas encore compris que certains liens, aussi toxiques soient-ils, sont élastiques. Et que ma sœur avait le bras très, très long. L'arrivée à Polytechnique a été comme une bouffée d'oxygène. L'anonymat de Paris était une libération. Pour la première fois, mon nom de famille n'évoquait pas immédiatement ma sœur. Mon esprit, longtemps contraint, pouvait enfin s'épanouir. J'étais entourée de gens qui parlaient mon langage, celui de la logique, de l'innovation, de la résolution de problèmes. J'ai travaillé comme une forcenée, non plus par besoin de prouver, mais par pure joie d'apprendre et de créer.
Mon projet de fin d'études était le point culminant de ces années d'efforts. J'avais conçu un système d'intelligence artificielle capable d'analyser et de prédire les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. C'était plus qu'un simple projet académique, je savais qu'il avait un potentiel commercial énorme. Un jury de professionnels et d'investisseurs devait assister aux présentations. Une bonne performance pouvait littéralement lancer une carrière. J'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme. C'est à ce moment crucial qu'Amandine a décidé de faire une apparition. Elle est arrivée un samedi après-midi dans ma modeste chambre de résidence, impeccable dans un tailleur-pantalon qui devait coûter plus que mon loyer annuel. Elle était accompagnée de cet ami, Luc, un garçon qui travaillait comme stagiaire dans une entreprise de logistique. Il avait un sourire charmeur mais quelque chose dans son regard me mettait mal à l'aise. Amandine a joué la comédie de la sœur fière et curieuse. Alors, la petite génie, montre-nous un peu cette invention qui va changer le monde, a-t-elle lancé avec un ton faussement enjoué. D'abord méfiante, j'ai fini par me laisser prendre au jeu. L'envie d'être reconnue, ne serait-ce que par elle, était encore là, tapie dans un coin de mon cœur. Je leur ai tout montré sur mon ordinateur, les schémas, les bases de données, les lignes de code les plus complexes. Luc posait des questions très techniques, très précises. C'est pour mon travail, disait-il, c'est fascinant. Amandine, elle, souriait, encourageante. Une performance digne d'une actrice. La veille de ma présentation, la catastrophe. Je suis rentrée dans ma chambre vers minuit. Le désordre m'a tout de suite alertée. Mon ordinateur était là, mais le carnet où j'avais consigné des mois d'équations et de réflexion, ainsi que le disque dur externe contenant ma seule sauvegarde, avait disparu. Une vague de froid m'a parcouru. J'ai fouillé, vidé mon sac, retourné mon matelas, le déni luttant contre la panique. Mais il fallait se rendre à l'évidence. J'avais été volée. Mon premier réflexe a été d'appeler la sécurité, mais une pensée plus sombre s'est imposée. Le regard de Luc. Ces questions trop précises. Le sourire étrange d'Amandine. La coïncidence était trop grosse. C'était un coup monté. Une exécution. Ils n'avaient pas seulement volé mon travail, ils avaient volé mon avenir. La panique a laissé place à une rage froide et pure. Je ne dormirai pas. Je ne les laisserai pas gagner. J'ai passé la nuit à la bibliothèque de l'école, reconstruisant frénétiquement mon travail de mémoire. Chaque ligne de code que je tapais était un acte de défi. Chaque algorithme que je recréais était une insulte à leur trahison. À 8 heures du matin, quand je suis entré dans l'amphithéâtre, j'étais un fantôme aux yeux cernés, mais j'avais quelque chose à présenter. Ma performance n'a pas été aussi fluide que prévu, mais la puissance du concept était là. J'ai eu une très bonne note, mais les investisseurs présents ont noté un manque de finition. La porte qu'ils auraient pu m'ouvrir est restée close. Le soir, j'ai appelé Amandine. Ma voix était blanche. Pourquoi? Un court silence. Puis, sa voix, dénuée de toute émotion. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne me prends pas pour une idiote, Amandine. Luc. Le disque dur. Pourquoi? Le silence s'est étiré, puis le venin a coulé. Considère ça comme une leçon de vie, Élise. Le monde n'est pas un laboratoire. Les gens intelligents ne gagnent pas toujours. Ce sont les gens malins qui réussissent. Et toi, ma chère sœur, tu as encore beaucoup à apprendre. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Comment pardonne-t-on une trahison aussi calculée, venant de sa propre sœur? Laissez un commentaire, j'aimerais sincèrement savoir comment vous auriez réagi. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien cassé. Je suis restée assise dans le silence de ma chambre, et j'ai compris. Amandine ne voulait pas seulement être meilleure que moi. Elle voulait que j'échoue. Sa propre lumière ne lui suffisait pas, il fallait qu'elle éteigne la mienne. Et cette prise de conscience a été terrible, mais aussi libératrice. Le dernier reste d'affection que j'avais pour elle s'est évaporé cette nuit-là. La guerre était déclarée. Et je savais maintenant que tous les coups étaient permis. Sortir de Polytechnique avec un diplôme prestigieux aurait dû m'ouvrir toutes les portes. Les offres des grands groupes industriels et des banques d'affaires affluaient. C'était la voie royale,
celle que mes parents auraient comprise, celle qui aurait fait d'eux des gens fiers. Mais l'idée de devenir un rouage bien huilé dans une machine immense me répugnait. La trahison d'Amandine m'avait vacciné à vie contre l'idée de mettre mon destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Ma seule option, c'était de créer ma propre machine. C'est ainsi qu'est né Fluilogix. Le nom était ambitieux, mais la réalité était pathétique. Mon siège social était une chambre de bonne de 9 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur d'un immeuble du 18e arrondissement. La vue sur les toits de Paris était ma seule richesse. J'ai investi toutes mes économies, le peu que j'avais, dans un serveur d'occasion et des logiciels. Mon lit était un matelas posé à même le sol, et ma table de travail, une planche sur 2 tréteaux. Les 2 premières années ont été une longue et lente descente aux enfers. Je travaillais 18 heures par jour, 7 jours sur 7. La solitude était ma compagne la plus fidèle. Les journées étaient un tunnel de codage, de prospection téléphonique où je me faisais raccrocher au nez, et de rendez-vous avec des investisseurs méprisants qui voyaient en moi une jeune femme un peu trop idéaliste. Les nuits, l'angoisse me tenait éveillée. L'échec n'était pas une possibilité, c'était un voisin bruyant qui frappait à ma porte en permanence. Mes repas étaient un baromètre de ma situation financière. Les bons jours, c'étaient des pâtes au pesto. Les mauvais jours, et ils étaient nombreux, c'étaient des nouilles instantanées. Je me souviens encore du goût de la défaite, un mélange de carton et de glutamate de sodium. Parfois, en mangeant ce repas misérable, je regardais par la fenêtre les lumières des appartements bourgeois en face, imaginant des familles attablées devant un vrai dîner. La distance entre leur monde et le mien me semblait infinie. C'est pendant cette période que mon père m'a appelé. Cet appel reste l'une de mes plus grandes blessures. J'étais au fond du trou. Mes 2 premiers employés, que j'avais réussi à convaincre de me rejoindre, n'avaient pas été payés depuis 2 mois. La menace de la faillite était imminente. Je n'avais rien dit à ma famille, mais Amandine, par je ne sais quel moyen, avait eu vent de mes difficultés. Elle s'était empressée de tout raconter à nos parents, enjolivant sans doute mon échec. Quand j'ai vu « Papa » s'afficher sur mon téléphone, une lueur d'espoir absurde a traversé mon esprit. Peut-être qu'il appelait pour offrir son aide, ou au moins un mot de réconfort. J'ai décroché, la voix tremblante de fatigue. Sa voix était lourde, déçue. « Élise, c'est ton père. Amandine nous a dit que, eh bien, que tes affaires ne sont pas brillantes. » J'ai tenté de me défendre. Ce sont juste des difficultés de démarrage, papa. La technologie est solide, j'ai des pistes sérieuses. Il m'a interrompu, sans aucune patience. Écoute, Élise. Arrête. Arrête ce cirque. Ce n'est pas une vie. On ne t'a pas payé des études pareilles pour que tu finisses ruiné dans une chambre de bonne. Il est temps d'être raisonnable. Raisonnable, ai-je murmuré, le souffle coupé. Oui. Rentre à la maison. Dans la Creuse. On te trouvera quelque chose. Un poste d'ingénieur dans une usine de la région. Un travail stable. Une vraie vie. Regarde ta sœur. Elle a réussi. Elle a une carrière, un statut. C'est ça que nous voulons pour toi. J'étais anéanti. Il ne voyait pas ma passion, mon courage. Il voyait un échec à comparer à la réussite d'Amandine. Mon rêve n'était qu'un cirque. Ma vie, pas une vraie vie. J'ai terminé la conversation, je ne sais plus comment. Je me suis assise sur mon matelas, et j'ai regardé le vide. Leurs mots avaient réussi là où les dettes et la fatigue avaient échoué, ils m'avaient brisé. Si vous avez déjà été à ce point de rupture, où les mots de ceux que vous aimez vous font plus de mal que n'importe quelle difficulté matérielle, vous savez ce que j'ai ressenti. Accrochez-vous, car c'est souvent dans la nuit la plus noire que l'on aperçoit les étoiles les plus brillantes. Et une étoile, aussi improbable soit-elle, était sur le point d'apparaître dans mon ciel. Cette nuit-là, j'ai rédigé ma lettre de démission à moi-même. J'allais tout arrêter. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur pour l'envoyer à mes employés. Mais un email non lu, arrivé pendant la nuit, a attiré mon attention. L'objet était « Prise de contact, Fluilogix ». C'était un petit fonds d'investissement, inconnu au bataillon. C'était probablement un spam. J'allais le supprimer. Mais une force invisible m'a poussé à cliquer.
Et ce que j'ai lu a rallumé une flamme que je croyais éteinte à jamais. L'email du fonds d'investissement était court, professionnel. Il voulait une démonstration. Une simple phrase, mais pour moi, c'était comme si on venait de percer un minuscule trou dans le mur de ma prison, laissant filtrer un rayon de lumière. Cet espoir, aussi infime soit-il, a suffi. J'ai repoussé les lettres de licenciement. J'ai utilisé les derniers euros sur mon compte pour m'acheter une chemise correcte et j'ai passé les 48 heures suivantes à préparer la présentation la plus importante de ma vie. La rencontre a eu lieu dans des bureaux impersonnels à La Défense. Face à moi, 3 personnes en costume, le visage neutre. Ils n'étaient pas là pour me sauver, mais pour faire des affaires. J'ai parlé avec une passion que je ne me connaissais pas. Je n'ai pas vendu un produit, j'ai vendu ma vision. J'ai décrit un monde où la logistique ne serait plus un jeu de hasard, mais une science exacte. Un monde où les pénuries pourraient être anticipées et évitées. À la fin, ils ne souriaient toujours pas. Mais leurs yeux brillaient d'intérêt. Une semaine plus tard, l'argent était sur le compte de Fluilogix. Ce n'était pas une fortune, mais c'était assez pour respirer. Assez pour payer mes employés et tenir 6 mois de plus. Ces 6 mois se sont transformés en 2 ans. 2 années de travail acharné, de doutes et de petites victoires. Nous avons quitté ma chambre de bonne pour un petit bureau en banlieue. L'équipe s'est agrandie. Nous avons signé nos premiers contrats. C'était une bataille de tous les instants, mais pour la première fois, nous avancions. J'apprenais à être une chef d'entreprise, à négocier, à diriger. J'étais toujours fatiguée, mais ce n'était plus la fatigue du désespoir. C'était celle du bâtisseur. Et puis, au début de l'année 2020, le monde a basculé. La pandémie a été un tsunami qui a tout dévasté. Pour nous, ce fut le moment de vérité. Les systèmes logistiques traditionnels, rigides et dépassés, se sont effondrés. Le monde avait un besoin désespéré de ce que nous avions créé. Du jour au lendemain, notre petit bureau est devenu une cellule de crise. Je me souviens de nuits blanches passées devant des écrans géants, le téléphone greffé à l'oreille. Les cartes du pays étaient couvertes de points rouges, chaque point représentant un hôpital en rupture de stock, un EHPAD à court de masques. La pression était inimaginable. Un soir, j'ai dû arbitrer entre 2 hôpitaux pédiatriques qui avaient un besoin vital du même lot de respirateurs. J'ai dû choisir. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai vomi de stress. Le succès avait un goût amer. Mais notre système fonctionnait. Nous sauvions des vies. L'histoire de la petite start-up française devenue un maillon essentiel de la chaîne de santé a attiré l'attention des médias. Les contrats ont afflué, cette fois de grands groupes, du gouvernement. J'étais devenue une femme d'influence, une visionnaire. C'était absurde. J'étais la même Élise, celle qui mangeait des nouilles instantanées, mais le monde me regardait différemment. L'offre de rachat est arrivée par email, un matin de printemps. Un grand conglomérat américain. En lisant le chiffre, j'ai cru à une blague. J'ai compté les zéros, 3 fois. 120 millions d'euros. J'ai regardé ce chiffre, et je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti un vertige. Le vertige de la fin d'une guerre. J'avais gagné. Mais contre qui, et pourquoi? Après la signature, la première chose que j'ai faite a été de retourner dans la Creuse. J'avais besoin de me reconnecter à quelque chose de réel. J'avais acheté un sac à main d'une valeur absurde pour ma mère. Ce n'était pas un cadeau, c'était un test. Un test stupide, je le sais maintenant. Je suis arrivée au milieu d'un déjeuner de famille dominicale. L'accueil a été chaleureux en surface. J'ai donné la boîte à ma mère. Elle l'a ouverte, ses yeux s'écarquillant devant le logo de la marque. « Oh, Élise, tu n'aurais pas dû » a-t-elle dit, un peu gênée. C'est à ce moment que mon père a pris la parole, la voix forte, pleine de fierté. À propos de bonnes nouvelles. Figurez-vous qu'Amandine vient d'être nommée associée dans son cabinet. N'est-ce pas fantastique? Et voilà. Le projecteur a pivoté instantanément. La conversation a tourné autour d'Amandine, de ses nouveaux dossiers, de son augmentation, de son prestige. Mon sac à main a été posé sur le buffet, déjà oublié. J'ai attendu une accalmie. Puis,
J'ai dit, ma voix un peu trop forte, moi aussi, j'ai une nouvelle. J'ai vendu mon entreprise. Un silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers moi. Mon père a eu un petit rire nerveux. Ah, c'est vrai? Ton truc d'informatique. C'est bien, c'est bien. Et, ça a bien marché? Oui, ai-je dit. 120 millions. Le silence est devenu pesant. On aurait pu entendre une mouche voler. Ma mère a blêmi. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. C'est lui qui a finalement parlé, brisant le malaise avec une phrase qui a scellé mon destin. Eh bien, c'est compliqué, tout ça. Difficile à imaginer. Mais dis-nous plutôt, Amandine, cette affaire dont tu parlais. Et la conversation a repris son cours, me laissant sur le rivage, seul avec mes millions et ma victoire vide de sens. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était un déni. Ma réussite était trop grande, trop étrangère, trop compliquée, pour entrer dans leur vision du monde. Ils ne pouvaient pas la célébrer, car ils ne la comprenaient pas. Et ce jour-là, sous le regard faussement compatissant d'Amandine, j'ai compris que je n'achèterais jamais leur reconnaissance. Alors, j'ai décidé d'acheter autre chose. J'allais m'acheter un royaume. La décision n'a pas été immédiate. J'ai d'abord erré. J'ai voyagé, j'ai séjourné dans des hôtels de luxe, j'ai essayé de jouer le rôle de la nouvelle riche. Mais tout me semblait faux, creux. Le luxe impersonnel des palaces me renvoyait à ma propre solitude. Je n'avais pas besoin de dorures. J'avais besoin de racines. De vraies racines, choisies, que je planterais moi-même dans une terre qui serait la mienne. Ma recherche m'a conduite dans les Alpes. J'ai toujours été attirée par les montagnes. Leur force tranquille, leur beauté brute et immuable me fascinait. C'était l'antithèse de l'agitation vaine du monde des affaires et des faux-semblants de ma famille. C'est à Courchevel 1850, le sommet du prestige, que j'ai trouvé l'endroit. Pas dans le centre de la station, au milieu du bruit et des boutiques de luxe, mais un peu à l'écart, sur un versant boisé, presque caché. C'était un terrain en pente douce, bordé de sapins centenaires, avec une vue qui coupait le souffle. En contrebas, la vallée s'étendait, et en face, le Mont Blanc se dressait, majestueux et éternel. En posant le pied sur cette terre, j'ai su. C'était ici. Ce ne serait pas une simple maison de vacances. Ce serait mon refuge. Ma forteresse. Un lieu où je dicterais les règles, où je définirais ce qu'est un foyer. Le processus de construction a duré près de 2 ans et a été mon projet le plus personnel, plus encore que Fluilogix. J'ai collaboré étroitement avec un architecte de renom, un homme qui a compris que je ne voulais pas un trophée, mais une âme. Je voulais du bois, de la pierre, du verre. Des matériaux nobles, solides, qui vivraient et vieilliraient avec le temps. Le chalet a été conçu pour s'intégrer dans le paysage, pas pour le dominer. De l'extérieur, il semblait presque humble, un assemblage de vieux bois et de pierres de taille. Mais à l'intérieur, c'était un autre monde. L'immense salon était une cathédrale de lumière, avec une baie vitrée de 10 mètres de haut encadrant la montagne comme un tableau vivant. La cheminée, au centre de la pièce, était le cœur battant de la maison. Chaque choix de décoration était un acte d'affirmation personnelle. Fini les compromis, fini le souci de plaire. J'ai choisi des canapés profonds en cuir vieilli, non pas parce qu'ils étaient à la mode, mais parce que je m'imaginais m'y blottir avec un livre pendant une tempête de neige. J'ai commandé une table de salle à manger faite d'une seule pièce de chêne massif, une table conçue pour les festins, les rires et les longues conversations. J'ai passé des semaines à chiner des objets, des tapis berbères, des lampes d'artisans, des œuvres d'art qui me parlaient, qui racontaient une histoire. Je n'ai rien dit à ma famille. C'était mon jardin secret. Parfois, pendant les travaux, je venais passer quelques jours sur place. Je dormais sur un lit de camp dans une pièce à peine terminée, au milieu de l'odeur de la sueur et de la peinture fraîche. La nuit, je m'enveloppais dans une couverture et je sortais sur le balcon inachevé. Je regardais les étoiles, plus brillantes ici que n'importe où ailleurs, et j'écoutais le silence de la montagne. C'était un silence profond, apaisant. Il me guérissait. Il me disait que j'étais à ma place. Quand le chalet fut enfin terminé, j'y ai passé une semaine seule. Je me déplaçais dans les pièces immenses,
touchant les murs, les meubles. C'était plus qu'une maison. C'était le symbole de ma résilience. Chaque poutre était une réponse à leurs doutes. Chaque pierre était un rempart contre leur indifférence. C'était un lieu bâti non pas avec de l'argent, mais avec la rage de survivre et le désir féroce de créer ma propre définition du bonheur. La forteresse était achevée, silencieuse, magnifique. Elle attendait son heure. Et le message de ma mère, ce SMS banal et cruel, fut le signal. L'heure était venue d'abaisser le pont-levis. Mais pas pour n'importe qui. Le plan s'est formé dans mon esprit avec une clarté fulgurante, juste après avoir répondu à ma mère. Mon premier appel a été pour Solène, ma cousine. Sa réaction, un mélange de colère et de résignation, a confirmé ce que je savais déjà. L'exclusion était systémique. Ce n'était pas une maladresse, c'était une politique. Une politique visant à maintenir Amandine au centre de leur univers, quitte à en éjecter tous les autres corps célestes. Solène, écoute-moi, ai-je dit, ma voix vibrant d'une énergie nouvelle. Cette année, Noël ne sera pas annulé. Il est juste délocalisé. Délocalisé où? Sur la Lune, a-t-elle ironisé. Presque. À Courchevel. J'ai une maison là-bas. Une grande maison. Je veux que vous veniez tous. Toi, tes parents, tes enfants. Le silence au bout du fil était si total que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, sa voix, à peine un murmure. Tu plaisantes? Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, Solène. Fais passer le mot. À tous ceux qui ont reçu le même message que nous. À tous ceux qui n'ont rien reçu du tout. Dites-leur que cette année, la fête est chez moi. Et que tout le monde est invité. Ce fut comme ouvrir les vannes d'un barrage. Solène, d'abord incrédule, est rapidement devenue mon lieutenant le plus enthousiaste. Elle a commencé à appeler, à texter. Pendant ce temps, je m'attaquais aux cas les plus difficiles. Mon oncle Marc, le frère de mon père, était le premier sur ma liste. Il vivait à Grenoble et avait coupé les ponts avec mes parents depuis des années, lassé d'être le témoin silencieux de leur favoritisme. Marc, c'est Élise. Élise? Quelle surprise! J'espère que tu ne m'appelles pas pour me convaincre de venir au cirque annuel de ton père. J'ai souri. Au contraire. Je t'appelle pour te proposer une alternative. Un Noël sans cirque. Juste de la bonne nourriture, un feu de cheminée et des gens heureux d'être ensemble. À Courchevel. J'ai entendu son rire, un rire franc et puissant, à l'autre bout du fil. Ma nièce, tu es pleine de surprises. C'est la meilleure proposition que j'ai entendue depuis 10 ans. Bien sûr que nous venons. Un par un, les pièces du puzzle de ma nouvelle famille se sont assemblées. Mes cousins de Lyon, qui prévoyaient un Noël morose, ont sauté sur l'occasion. Ma tante de Marseille, la sœur de ma mère, celle que Sylvie trouvait toujours un peu trop bruyante, a poussé un cri de joie. La liste s'allongeait. 20, puis 25 personnes. C'était un rassemblement des mal-aimés, des compliqués, des seconds couteaux. C'était la rébellion des satellites. Mon dernier appel, et le plus important, était pour mamie Yvette. Je redoutais sa réaction, craignant qu'elle ne voie mon initiative comme une provocation qui diviserait encore plus la famille. J'ai tout expliqué, doucement. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, sa voix était douce, mais ferme. Ta mère a tort, Élise. La famille, ce n'est pas un club privé dont on peut exclure les membres à sa guise. C'est un refuge. Et quand le refuge principal est en ruine, il est sage d'en construire un autre. Elle a marqué une pause. J'ai vu la flamme en toi depuis que tu es toute petite, dans ce garage. Une flamme qu'ils n'ont jamais su voir, ou qu'ils ont eu peur de voir. Bien sûr que je viendrai. Montre-moi le chemin de ton nouveau refuge. Ces mots m'ont touché au plus profond de l'âme. Ce n'était plus une vengeance. C'était devenu une mission. Créer un espace où chacun se sentirait non seulement accepté, mais célébré pour ce qu'il était. La logistique était un défi immense, mais c'était mon métier. Coordonner les arrivées, organiser le couchage, planifier les repas, mon cerveau d'ingénieur s'est mis en marche. Pendant que je jonglais avec les tableurs et les réservations, je me suis rendu compte de quelque chose.
J'étais heureuse. Pas d'une joie exubérante, mais d'une joie profonde, sereine. Celle de construire quelque chose de positif à partir d'une blessure. Ils avaient voulu me réduire au silence et à la solitude. Au lieu de cela, ils m'avaient donné l'occasion de trouver ma propre voie, et de l'utiliser pour rassembler ma vraie famille. Le chalet n'était plus seulement une forteresse. Il était sur le point de devenir un phare. La veille de Noël, le chalet bourdonnait d'une énergie que je n'aurais jamais osé espérer. La chef Hélène et son équipe s'activaient en cuisine, emplissant l'air d'arômes divins de thym, de beurre et d'épices. De mon côté, je mettais la dernière main à la décoration, redressant une boule sur le sapin, allumant des bougies sur le manteau de la cheminée. Chaque détail était une prière silencieuse pour que cette soirée soit parfaite. La première voiture à gravir le chemin enneigé fut celle de Solène. Elle est sortie, emmitouflée dans une grosse doudoune, et s'est arrêtée net, le souffle coupé, en découvrant le chalet illuminé. Ses enfants se sont précipités hors de la voiture et sont restés figés, les yeux ronds comme des soucoupes, devant le sapin monumental qu'ils apercevaient à travers la baie vitrée. « Élise » a murmuré Solène en s'approchant, les yeux brillants. « Ce n'est pas une maison. C'est un rêve. » Je l'ai prise dans mes bras. « Ce soir, c'est notre rêve à tous », ai-je répondu. Les arrivées se sont succédées tout l'après-midi, un flot continu de visages heureux et stupéfaits. Mon oncle Marc est arrivé avec sa guitare, promettant un peu de musique après le dîner. Ma tante de Marseille a débarqué avec des boîtes de calissons, sa bonne humeur explosive réchauffant instantanément l'atmosphère. L'un après l'autre, je les guidais vers leur chambre. Et là, la deuxième surprise les attendait. J'ai vu les larmes dans les yeux de ma tante quand elle a découvert la première édition de son roman favori sur sa table de chevet. J'ai entendu les cris de joie des enfants de Solène en voyant la tente d'Indien. Mais la réaction qui m'a le plus touchée fut celle de mamie Yvette. Quand elle est entrée dans sa chambre, elle a vu le plaid en cachemire plié sur le lit et la sélection de ses tisanes préférées. Elle n'a rien dit. Elle s'est approchée, a touché le plaid du bout des doigts, puis s'est retournée vers moi. Elle m'a simplement prise dans ses bras. Ce câlin silencieux valait tous les mots du monde. Il disait, « Je sais ce que tu as fait. Et je t'aime pour ça. » La soirée s'est déroulée comme dans une bulle de magie. La grande table en chêne était dressée, scintillante de vaisselle et de verres en cristal. Hélène a servi un festin royal. Et pour la première fois, j'ai vu ma famille, heureuse. Vraiment heureuse. Il n'y avait pas de sujet de conversation à éviter, pas de tension sous-jacente. Les histoires fusaient, les rires éclataient. L'oncle Marc racontait ses anciennes bêtises, ma tante se moquait gentiment de son mari. Les enfants n'étaient pas mis à l'écart, ils participaient, posaient des questions, écoutaient les récits des anciens. J'observais la scène, mon verre de vin à la main, me sentant à la fois l'architecte et la spectatrice de ce bonheur. J'avais créé ce moment. J'avais rassemblé ces âmes solitaires et j'en avais fait une constellation. Après le dessert, comme promis, mon oncle a pris sa guitare. Il a commencé à jouer des vieilles chansons françaises. Bientôt, tout le monde chantait, les voix pas toujours justes, mais pleines de cœur. C'est à ce moment que mamie Yvette s'est approchée de moi. Le bruit des chants et des rires formait une toile de fond chaleureuse. Elle a posé sa main sur mon bras. « Regarde-les, Élise, a-t-elle dit doucement. Regarde comme ils sont heureux. » Je lui ai souri. C'est tout ce que je voulais. Son regard est devenu plus intense. Tu as fait plus que ça. Tu nous as guéris. Tu sais, pendant des années, j'ai regardé ta mère et ton père te mettre de côté. Et je me suis tue. Par lâcheté, peut-être. Par peur de faire des vagues. C'est mon plus grand regret. De ne pas t'avoir défendu. Ce soir, en nous offrant ce refuge, tu m'as offert une chance de me racheter. Tu nous as montré ce que le mot « famille » devrait vraiment signifier. Ces mots étaient un baume, la validation ultime. Je n'avais plus besoin de celle de mes parents. Celle de ma grand-mère me suffisait amplement. Plus tard, Solène a insisté pour une photo de groupe. Nous nous sommes tous entassés devant le sapin, hilar, les joues rouges de vin et de joie. Solène a pris plusieurs clichés avec son téléphone. « Celle-ci est parfaite », s'est-elle exclamée. Je l'envoie sur le groupe de la « grande famille ».
Il faut bien qu'ils voient ce qu'ils ont manqué. Sur le moment, dans l'euphorie, je n'ai pas réagi. J'ai ri avec les autres. La soirée s'est terminée tard, autour du feu, avec des chants et des promesses de se revoir bientôt. Je suis allée me coucher, le cœur en paix, flottant sur un nuage de bonheur et de gratitude. J'ai pensé, en m'endormant, que c'était le plus beau jour de ma vie. Je ne savais pas que la photo, ce simple instantané de notre bonheur retrouvé, était en train de faire son chemin dans le cyberespace, comme une étincelle se dirigeant vers un baril de poudre. La nuit serait paisible. Le réveil, lui, serait brutal. Le matin de Noël s'est levé sur un paysage d'une blancheur immaculée. Un silence feutré enveloppait le chalet, un silence de paix et de contentement. Je suis descendue la première, savourant la quiétude, l'odeur du café qui commençait à se mêler à celle du sapin. Mais ce moment de grâce a été anéanti par la vibration stridente de mon téléphone oublié sur une table. Je l'ai regardé. L'écran était un champ de bataille de notifications. 15 appels manqués. 23 messages. Ma mère, mon père, Amandine. La panique a essayé de s'emparer de moi, mais la femme que j'étais devenue l'a repoussée. J'ai ouvert le dernier message, celui d'Amandine. Ta petite mise en scène était pathétique. J'espère que tu es fière de toi. J'ai respiré profondément. Mamie Yvette venait d'entrer dans le salon, un sourire aux lèvres. Bonjour ma chérie. Quel temps magnifique. Son calme était contagieux. Il m'a donné la force de faire ce que je devais faire. Au moment où elle s'asseyait, mon téléphone a sonné à nouveau. Maman. J'ai regardé ma grand-mère, puis l'écran. C'était l'heure. J'ai appuyé sur le bouton vert, puis sur l'icône du haut-parleur, et j'ai posé le téléphone sur la table. La voix de ma mère a jailli, une tornade de fureur. Élise. Enfin. Tu te décides à répondre. Sais-tu seulement ce que tu as déclenché? La photo. Cette photo est partout. Ta tante Martine m'a appelé à 7 heures du matin. 7 heures. Pour me demander pourquoi elle n'était pas invitée à ta fabuleuse fête. On passe pour qui, Bernard et moi? Déliesse-moi. Je suis restée calme, ma propre voix un îlot de sérénité dans sa tempête. Bonjour maman. Joyeux Noël à toi aussi. Je ne vois pas où est le problème. Tu m'as dit que vous vouliez rester en petit comité. J'ai respecté votre choix. J'ai juste fait le mien en parallèle. Ton choix, a-t-elle hurlé. Ton choix a été de monter toute la famille contre nous. C'est une humiliation publique. C'est là que mamie Yvette a pris la parole. Sa voix était posée, presque douce, mais elle tranchait l'air comme de l'acier. Sylvie. Tais-toi maintenant. Le silence à l'autre bout du fil a été assourdissant. Jamais personne n'osait parler comme ça à ma mère. Tu veux parler d'humiliation, a continué ma grand-mère, son regard fixé sur le téléphone. L'humiliation, ma fille, c'est de passer 30 ans à faire sentir à l'un de tes enfants qu'il est moins important que l'autre. L'humiliation, c'est de saboter le projet d'étude de ta propre sœur par pure jalousie. J'ai haleté. Comment savait-elle? Oh oui, je sais, a-t-elle dit, comme si elle lisait dans mes pensées. J'ai entendu une conversation entre toi et Amandine il y a des années. Vous pensiez que je dormais. J'ai eu honte. Honte de vous, et honte de mon silence. Mais aujourd'hui, je ne me tairai plus. Mon père a essayé d'intervenir, sa voix chevrotante. Maman, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est juste que, le monde d'Élise, on ne le comprend pas. C'est abstrait. Amandine, son travail, c'est concret, c'est prestigieux. On pouvait en être fier facilement. Facilement, a rétorqué mamie Yvette, sa voix se durcissant. Il n'y a rien de facile dans le fait d'être un bon parent. Et vous avez échoué. Vous avez choisi la facilité, la vanité. Vous avez poli votre trophée, Amandine, jusqu'à la rendre aussi creuse et brillante que du laiton, et vous avez laissé votre diamant brut, Élise, dans un coin sombre du garage. Mais regardez ce qu'est devenu ce diamant. Sans vous. Malgré vous. Elle a bâti un empire sur les fondations de votre négligence. Et hier soir, elle a utilisé sa réussite non pas pour vous écraser, mais pour nous rassembler. Pour nous offrir la chaleur que vous nous avez refusée.
Alors ton humiliation, Sylvie, tu sais ce que j'en pense? Tu la mérites. Et maintenant, comme je te l'ai dit, tu vas raccrocher. Et tu vas réfléchir à la mère que tu as été. Pendant plusieurs secondes, il n'y eut que le bruit de leur respiration. Puis, le clic. Ils avaient mis fin à l'appel. Le silence est revenu dans le salon, mais il était différent. Il n'était plus paisible, il était purifié. J'ai regardé ma grand-mère, des larmes brouillant ma vue. Elle m'a souri tristement. Parfois, la vérité doit sortir comme un poison. Ça fait mal, mais c'est nécessaire pour guérir. J'ai senti un poids que je portais depuis l'enfance se dissoudre. Je n'avais pas gagné une bataille. J'avais été libérée d'une guerre. La vérité avait été dite, non pas par moi, mais pour moi. Mais maintenant que le champ de bataille était dévasté, que resterait-il à reconstruire? La nouvelle de la confrontation matinale ne s'est pas ébruitée dans le chalet. C'était un moment privé, un abcès crevé entre ma grand-mère et moi. Les autres invités se sont réveillés peu à peu, remplissant la maison de l'agitation joyeuse d'un matin de Noël. L'odeur du pain grillé et du chocolat chaud a remplacé la tension de l'appel téléphonique. La vie continuait, plus belle et plus simple que jamais. C'est sur mon téléphone que la véritable conséquence de la veille s'est manifestée. Le groupe Noël à Courchevel était devenu le nouveau centre de notre univers familial. Les photos de la soirée ont été rejointes par celles du matin, les enfants jouant dans la neige, mon oncle Marc essayant de faire des crêpes, Solène et moi riant aux larmes devant sa tentative ratée. Chaque image était un témoignage de notre bonheur simple. Puis les messages ont commencé à prendre une autre tournure. Bon, c'est officiel, a écrit Solène. Je bloque le dernier week-end avant Noël pour l'année prochaine. La tradition est lancée. Immédiatement, les réponses ont fusé. Présent, a écrit mon oncle. J'apporterai une meilleure poêle à crêpes. Nous aussi. Les enfants en parlent déjà, a ajouté un autre cousin. Élise, dis-nous juste ce dont tu as besoin, on s'organise tous pour aider. Je lisais ces messages, assise près de la fenêtre, regardant la neige tomber. C'était vertigineux. En une seule nuit, j'étais passée de l'exclue à la matriarche involontaire d'une nouvelle tribu. Ils ne se tournaient plus vers mes parents pour savoir comment les fêtes allaient s'organiser. Ils se tournaient vers moi. La responsabilité était immense, mais elle ne me faisait pas peur. Elle me semblait juste. Ce qui était le plus frappant, c'était le silence assourdissant sur l'autre groupe de discussion, celui de la grande famille. Solène m'a confirmé qu'il était resté muet depuis la photo de la veille. Mes parents et Amandine s'étaient emmurés dans leur silence. Et le reste de la famille, au lieu d'essayer de briser les murs, avait simplement décidé de construire son propre village à côté. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous croyez que parfois, la meilleure façon de gérer des relations toxiques n'est pas de les réparer, mais de construire des relations plus saines à côté. Et pensez à vous abonner, car la fin de cette histoire approche, et elle contient une leçon que nous pouvons tous appliquer à nos vies. Au fil de la journée, j'ai réalisé la profondeur du changement. Les conversations n'étaient plus centrées sur la carrière d'Amandine ou les attentes de mes parents. On parlait de projets de vacances communs, on s'échangeait des nouvelles des enfants, on se promettait de s'appeler plus souvent. Le pouvoir avait changé de main. Il n'était plus concentré dans le salon de mes parents dans la Creuse. Il était maintenant distribué, partagé entre nous tous, ici, dans ce chalet qui était devenu bien plus qu'une maison. C'était notre nouveau point de ralliement. Le soir de Noël, après que les derniers invités furent partis, mamie Yvette et moi sommes restés seuls dans le grand salon. Le feu crépitait, les lumières du sapin clignotaient doucement. « Tu as changé les choses, Élise, m'a-t-elle dit, sa voix remplie d'une fierté palpable. Tu as brisé un cycle qui durait depuis trop longtemps. Tu leur as montré qu'il existait une autre façon d'être une famille. Je n'ai rien fait d'exceptionnel, mamie. J'ai juste ouvert ma porte. Parfois, a-t-elle répondu en me souriant, ouvrir la bonne porte au bon moment, c'est l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Ces paroles ont résonné en moi. J'avais trouvé ma nouvelle famille, ma nouvelle place. Mais pour que la paix soit totale, je sentais qu'un dernier chapitre devait être écrit. Un épilogue silencieux, non pas pour obtenir leur pardon, mais pour leur signifier, en face à face, la fin de leur règne. La première semaine de janvier,
alors que le chalet avait retrouvé son calme et que la neige continuait de tomber en un linceul silencieux, j'ai fait le geste le plus difficile de tous. J'ai envoyé un message groupé à mon père, ma mère et Amandine. Le texte était bref: je vous invite à venir dîner au chalet samedi. Il faut qu'on se parle. Juste nous 4. J'ai cru qu'il refuserait. Mais la réponse de ma mère est tombée 1 heure plus tard: nous serons là. Leur arrivée fut surréaliste. Les voir, eux, dans cet endroit qui était mon sanctuaire, mon antimonde, était profondément déstabilisant. Ils semblaient intimidés, mal à l'aise dans cet espace trop grand, trop luxueux, trop, moi. J'ai vu le regard de mon père balayer le salon, un mélange d'admiration et d'incompréhension. Amandine, elle, avait un masque d'indifférence, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Le dîner fut une épreuve. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. J'avais préparé un repas simple, loin du faste de Noël. Je voulais que l'attention soit sur les mots, pas sur les plats. Après le café, je nous ai conduits au salon, près du feu. Je me suis assise en face d'eux. Je ne vous ai pas fait venir pour une nouvelle confrontation, ai-je commencé, ma voix posée. Je ne veux ni cri, ni excuse. Je veux juste, pour la première fois de ma vie, que vous écoutiez mon histoire. Pas celle que vous avez imaginée. La vraie. Et j'ai parlé. J'ai parlé pendant près d'1 heure, sans interruption. J'ai raconté le garage, le trophée ignoré, le poney d'Amandine. J'ai raconté le sabotage de mon projet, la voix d'Amandine au téléphone, pleine de mépris. J'ai raconté les nouilles instantanées, la solitude parisienne, l'appel de mon père me conseillant d'abandonner. J'ai raconté le goût amer du succès, le sac à main oublié sur le buffet. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai simplement exposé les faits, les uns après les autres, comme des pièces à conviction dans un procès qui n'avait jamais eu lieu. Quand j'ai terminé, personne n'a parlé. Mon père avait la tête baissée, fixant ses mains comme s'il ne les reconnaissait pas. Ma mère pleurait en silence, des larmes coulant sur ses joues sans qu'elle ne cherche à les essuyer. Et Amandine ? Amandine me regardait fixement, son visage une énigme. Ce fut elle qui brisa le silence. Mais ce ne furent pas des excuses. Ce fut une explosion. « C'est facile pour toi », a-t-elle soudainement crié, sa voix brisée par un sanglot. « C'est facile de jouer la victime, la petite martyre. Tu sais ce que c'est, de devoir être parfaite tout le temps ? De ne jamais avoir le droit à l'erreur ? Papa et maman ont mis tous leurs espoirs en moi. La carrière parfaite, le mariage parfait, les enfants parfaits. C'est un fardeau, Élise. Un fardeau que tu n'as jamais eu à porter. » Elle s'est levée, faisant les 100 pas devant la cheminée. « Et toi, pendant ce temps, tu faisais ce que tu voulais. Tu partais à Paris, tu lançais ta boîte, tu prenais des risques. Tu étais libre. Libre d'échouer, libre de réussir selon tes propres termes. Bien sûr que je t'ai jalousée. Je t'ai jalousée à en crever. Je voulais que tu échoues, oui. Je voulais que tu reviennes à la maison, que tu sois comme moi, piégée. Pour ne plus être la seule à suffoquer. » Son aveu, d'une honnêteté brutale, m'a laissé abasourdi. Je m'étais attendue à tout, sauf à ça. Dans sa confession, je n'ai pas trouvé une excuse pour ses actes, mais j'ai trouvé une explication à sa cruauté. Elle n'était pas le monstre que j'avais imaginé. Elle était juste l'autre face de la même pièce. La fille dorée de leur système, là où j'en étais le déchet. Mais nous étions toutes les deux des produits de leur échec parental. Ce soir-là, rien n'a été résolu. Il n'y a pas eu de grand pardon, pas d'étreinte en pleurs. Ils sont partis peu de temps après, dans un silence lourd de tout ce qui avait été dit. Mais en les regardant s'éloigner, j'ai senti une paix profonde m'envahir. Je n'avais plus besoin de leur pardon. Je n'avais plus besoin de leur amour. J'avais compris. Et comprendre, c'est le début de la liberté. Si vous écoutez encore, voici ce que je veux vous laisser. La valeur d'une personne ne se mesure pas à la place qu'on lui donne à table. Elle se mesure à sa capacité à construire sa propre table quand on lui refuse un siège. Vos blessures, vos cicatrices, ne sont pas des faiblesses. Elles sont la carte qui vous montre le chemin vers votre propre force. Ne laissez personne écrire votre histoire à votre place. Prenez la plume.
Bâtissez votre propre royaume. Et n'ouvrez les portes qu'à ceux qui méritent d'en voir la beauté. Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez vous-même dû vous battre pour trouver votre place, laissez un commentaire. Partagez un morceau de votre parcours. Ces histoires nous connectent et nous rendent plus forts. Merci de m'avoir accordé votre temps. Appuyez sur « J'aime » si vous repartez avec quelque chose de ce récit, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez bien soin de vous, et de votre table.